Dans ce rencontre à 15, les 6 nations, la 21e journée de Pro D2 et un ancien bleu, Franck Combat. Bonjour, la 3e journée du tournoi donc est au programme du 15 de France. Vendredi soir, un match au Pays de Galles. Vainqueur de l'Angleterre puis de l'Italie, les joueurs de Philippe Saint-André se rendaient à Cardiff pour confirmer leurs ambitions dans cette compétition. De Marcoussis au Millennium, Bertrand Pelletti a donc suivi ce voyage périlleux des tricolores. Montage Pierre Bascoul. Une mise en scène théâtrale pour ce choc de la 3e journée, où les flammes du Millennium devaient consommer les rêves français. Un enfer annoncé qui n'a en rien perturbé l'arrivée de Brice Mac, le nouveau bleu des Bleus. Premier petit déjeuner à la table des grands de Marcoussis et dans sa tête, tout est déjà clair. Il faut que je m'y mette de suite. On s'y est déjà mis ce matin sur quelques annonces et compagnie. Donc c'est bien, non. Le tout, c'est de tout bien comprendre. Mais ensuite, je ne suis pas là pour mettre de la pression. On est là pour jouer au rugby, pour gagner. Et puis advienne que pourra. Hein. Si on fait tout au maximum, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, quoi. Pour aborder Cardiff, Philippe Saint-André n'a que 2 jours et demi devant lui. Soit 3 entraînements pour mettre en place sa stratégie. Bon, après, il faut positiver, il faut axer sur la récupération, sur la rébellion. Et après, on sait, voilà, on va avoir 2 entraînements de qualité pour jouer les Gallois. Mais il faut être positif et trouver des solutions pour faire un grand match de rugby et essayer de ramener une victoire. Blessé à l'épaule, Mathieu Bastaro fera uniquement tourner les jambes. Il est préservé jusqu'à mercredi. Pour le reste, tout s'est fait de façon classique. Au menu, replacement défensif, circulation de l'information, montée organisée, pour qu'ensemble, les Bleus brisent les attaques adverses. Pas de scrum machine cette semaine. Les attitudes en mêlée se sont révisées d'homme à homme, pour mieux ajuster les réglages. Garde-le en bas, garde-le en bas, garde-le en bas. Ok Louis, maintenant allonge-toi. Ok, parfait, tiens-le. Reprends la position, Dim. C'est bon, top, les gars. Ok, ça va. On souffle. Bien. Enfin, au petit trot, pour éviter de puiser dans les organismes, il y a eu les lancements de jeu. On a très peu de temps pour préparer ce match, donc chaque minute passée sur le terrain ou passée en séance vidéo est importante et on peut pas passer à côté, quoi. Donc il faut une concentration maximum. Mardi soir, calme plat dans les couloirs du CNR. Dans la chambre de Perpignan, le PSG est à l'honneur. Oh là 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 là. Mathieu Bastaro, passionné des Parisiens, est aux anges. C'est facile, hein. 4-0 à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Mercredi, 1 heure de vol, la tête au-dessus des nuages, les idées momentanément ailleurs, et direction Cardiff, où le moment est venu de mettre les points sur les i. On a 80 minutes, les gars, à s'envoyer comme des fous. Après, on sait, les ballons de turnover, il y a des solutions. Les ballons de récup, il y a des solutions. Ils sont 14 aussi sur le premier rideau. On lâche rien, et surtout les 20 premières minutes. Hein. Les 20 premières minutes, il va y avoir de l'intensité, il va falloir être présent. Hein. Mais après, les gars, précision, discipline, et après le banc, quand vous rentrez, hein, c'est pas carton rouge, carton jaune, vous amenez de la plus-value. Hein.
Des regrets sans doute, beaucoup de regrets, car les Bleus étaient prévenus que les 20 premières minutes allaient déclencher des zones de turbulence. Jouer simple et avoir du soutien quand en plus la défense tricolore joue de malchance, les affaires ne pouvaient pas plus mal s'enclencher pour les Français. 11-0, les Gallois viennent de prendre le score, ils ne le lâcheront plus. On commence le match de la plus mal des manières, c'est un manque de communication et de couverture et forcément on prend cet essai un peu casquette qui nous met dans le dur d'entrée de match. La mêlée, c'est normalement un savoir-faire français. Ce vendredi soir, la maîtrise a changé de camp. Les pénalités qu'Alf Penny se fait un devoir d'ajuster compliquent la situation des Bleus. On n'a pas su trouver une contre-attaque à leur puissant pack. Aujourd'hui, je crois qu'on est tombé contre un gros pack gallois avec beaucoup d'envie et d'humilité et qui nous ont fait mal. À 13 reprises, les Français vont breaker la garde galloise. On est donc bien parvenu à les mettre sur le reculoir, mais sans jamais trop les plonger dans le danger. On tente énormément de choses, on arrive à les breaker, mais on n'a pas su finir les occasions. Et puis après, il faut aussi dire qu'on a subi des fois dans le 1 contre 1, on a subi sur quelques mêlées et donc on a été en difficulté. Les Gallois aujourd'hui étaient plus forts que nous. 62e minute pris au sol, Louis Picamol est sèchement sanctionné par un jaune. À 14 contre 15, c'est déjà la fin de l'histoire. Dans la foulée, fond de touche, Roberts, lancé comme un frelon. Le passage au sol profite aux Gallois et Warburton passe au rouge entre Zwarzeski et Mas. 27-6, cette défaite marque les Bleus. On était venu avec des ambitions, avec un objectif. Donc on l'atteint pas et je crois que c'est... Voilà, le groupe est déçu, mais malgré tout ça, je crois qu'il reste 2 matchs et on a encore la chance de pouvoir espérer gagner le tournoi. Donc voilà, il faudra apprendre encore une fois de cette défaite. Le Grand Chelem s'est envolé, c'est une chose. Mais ce revers au Millennium doit servir de leçon aux équipiers de Pascal Papé pour leur permettre de grandir et finir en beauté ce 6 nations. Hier, la squadra Azzurra a été malchanceuse. Elle perd face à l'Écosse en prenant un drop à la dernière minute. Puis grand match de rugby entre l'Angleterre et l'Irlande où les Anglais ont eu le dernier mot. Après 3 journées, l'Irlande, l'Angleterre, le Pays de Galles et la France sont premiers avec 4 points. La cuillère de bois se profile pour l'Italie. Comme leurs aînés, les Bleuets se présentaient au Pays de Galles invaincus. Mais les protégés de Fabien Pelouse sur leur garde, car les Gallois, finalistes du dernier mondial en Bretagne, restent redoutables dans cette catégorie. Pour preuve, les jeunes Diables Rouges ont aussi gagné leurs 2 premières rencontres du tournoi. Galles-France, dont un air de finale chez les moins de 20 ans. Voyez le résumé de Frédéric Fraisse. Ces petits sont des grands. Là où leurs aînés se sont cassés les dents, eux sont venus confirmer face à des Gallois qui s'étaient imposés 16-0 en Irlande. De quoi savoir vraiment ce qu'on vaut et les nouvelles sont plutôt bonnes de ce côté-là. À Colwyn Bay, l'hiver se traduit par de la pluie, normale, et du vent, beaucoup, que les Bleuets ont face à eux en première période. Ce qui n'empêche pas Baptiste Serin d'inscrire les 3 premiers points, récompense d'une équipe à l'offensive dès l'entame. Malheureusement, le tableau d'affichage restera bien grippé sur cette première période. À la demi-heure, les Gallois égalisent et juste après subissent un nouvel assaut français. Ituria fait la différence, passe après contact, mais Parez est victime d'un plaquage haut. Les Gallois sont réduits à 14, mais les Bleuets ne parviennent pas à en profiter. Au retour des vestiaires, Serin passe une nouvelle pénalité pour traduire au score la domination dans le jeu. Mais c'est surtout un essai à la 50e minute qui fait la différence. Les Bleuets avancent, se décalent le long de la ligne. Parez, encore lui, est stoppé à quelques centimètres. Mais Singer est là pour terminer l'action. 13-3 après vidéo. Même cause, mêmes effets qu'en première période. Un plaquage cathédral et en retard sur Fontaine débouche sur un carton jaune gallois. Et 3 points de plus offerts aux Bleus, presque à l'abri, à 20 minutes du terme. Mais dans les derniers temps de jeu, les Rouges campent chez les Français et Lewis franchit la ligne. Essai transformé, les Gallois recoltent au score, trop tard. Les Bleuets gagnent 16-10, pas un grand match, mais en ayant bien exploité l'indiscipline galloise. La page Pro D2 à présent de ce rencontre à 15. Depuis dimanche dernier, Lyon a repris ses distances sur ses poursuivants. En effet,
Le Loup compte 11 points d'avance sur La Rochelle et 12 sur Agen. Hier après-midi, les Lyonnais jouaient à Mont-de-Marsan qui a retrouvé le goût de la victoire. De son côté, La Rochelle était à Carcassonne en quête de maintien. Le 3e larron Agen recevait, lui, un voisin, Auch. La Pro D2, 21e journée avec Éric Mouget et Edmond Lataillade. Regardez. Les Montois ont le sang en ébullition dans leurs veines. Recevoir le Loup dans sa bergerie montoise est pourtant toujours compliqué, mais les Landais ne s'en laissent pas croquer. Chimoun Lucu à la 30e conclue, plus 3 pénalités de Jean-Baptiste Claverie et Mont-de-Marsan est devant à la mi-temps. 14-0. Changement d'attitude des Rodaniens, les leaders de Pro D2 montent en régime, se montrent démonstratifs dans les groupés pénétrants et Chabal sort les crocs. Mont-de-Marsan 14, Lyon 7. Le Loup progresse et le Stade Montois régresse. Le Loup trouve des brèches et se retrouve proche de la ligne d'en-but. Quand on travaille avec obstination, on arrive à destination. L'éclair fidjien Sukanaveta en tire la meilleure des conclusions. Le Loup égalise à 14 partout. On ne peut pas attaquer et faire plus classique. La musique lyonnaise joue ses gammes avec facilité et efficacité. La balle à l'aile, la vie est belle. Ratouvou, le fidjien, laisse Mont-de-Marsan à 21-14. Le capitaine agenais, Roskit, ouvre la voie et surtout amorce l'extraordinaire série d'essais dans ce match. 9 au total. 5 pour Agen, 4 pour Auch. Tago en rajoute un deuxième. Agen mène 23-13 à la mi-temps. Les Lot-et-Garonnais, victoire assurée, ne pourront jamais en revanche asseoir le bonus offensif qui leur tend les bras. D'abord grâce à cet essai de Darbo où la passe est reine. Mais Bretous est le premier à jouer les troubles faites. Agen ne maîtrise plus sa fin de match. S'approprier ce que demande le très haut niveau, c'est-à-dire de vouloir être fier, d'être orgueilleux, sans jamais tomber dans de la prétention ou sans jamais tomber dans de la suffisance. Et bien ça, c'est des choses qui sont évidemment les plus intéressantes, mais les plus dures à construire. Et je pense qu'on est en plein dans ça. Les Lot-et-Garonnais croient encore tenir leur bonus offensif grâce à cette action de va casser Douadoua conclue par Kabari, le pilier aux allures d'ailier. Mais dans les 5 dernières minutes, Auch ira 2 fois derrière la ligne. Par El Goyen d'abord sur ce long raid solitaire, puis Thierry à l'ultime seconde, laissant le vainqueur en proie à sa frustration. Succès large pour Agen, 44-32, mais au goût d'inachevé. Enjeu important à Carca, le président Fred Calamel donne des signes d'inquiétude. Et pour cause, ça fait mal dès le début. Les Rochelais troublent l'USC et c'est de Fabien Fortassin. La minute suivante, les Maritimes mettent du rythme et Arthur Sestaro vole vers les poteaux. 14-3, la Charente vente sur Albert Domecq. Puis les réactions sont audoises, comme ici à la 36e. Arnaud Guyot avec cet essai délié permet à la pause de n'être mené que 20-13. 53e, un drop en règle de Fortassin et La Rochelle mène 26-13. Et là, les garçons jeunes et noirs se révoltent. Et quand l'USC sonne des charges chevaleresques, rien ne les arrête. Ils reviennent à 26-29. Et ce n'est pas terminé. Vaillant percutant les guerriers au doigt mettent KO les Maritimes et passe devant 33-32. C'est fini, c'est plié, non. La sirène a sonné et l'arbitre décide pourtant de prolonger, accordant une pénalité aux Rochelais. La Rochelle l'emporte 33-32. Ce soir, on va avoir la victoire très modeste, je pense. C'est du vol, j'ai rien à dire, je suis dégoûté. Moi, je vais rentrer à l'investiaire et je redis à mes joueurs là. Ils vont se chercher, on part le match avec 2 essais de retard, on revient à la victoire, on a 80e minute, la sirène, on sonne, on a le ballon, le match est fini, on a gagné. C'est plié. Et là, non. Il y a un type avec un sifflet qui en décide autrement et qui décide que Carcassonne n'a pas gagné ce soir. Et voilà, tout simplement. 2 autres matchs de la 21e journée également. Hier soir, Colomiers 7e se déplaçait à Béziers et Aurillac 8e jouait à Albi. Les images et le point complet sur cette Pro D2 avec Didier Laguerre. La passion d'un peuple pour pousser Béziers toujours plus haut. Pour Colomiers, une place en barrage passe par une performance au stade de la Méditerranée. C'est d'ailleurs les Hauts-Garonnais, via le pied de Yannick Laforgue, qui ouvre la marque après 3 minutes. Réplique de Thomas Fournil, 12-9 pour Colomiers, alors qu'approche la mi-temps.
C'est l'instant que choisit Jérémy Chaput pour jouer rapidement cette pénalité. Colomiers défend dans l'approximative, Jean-Baptiste Perras dans l'intervalle, Béziers vire en tête 16-12. Que des coups de pied de pénalité en seconde période, 12 au total sur l'ensemble du match. C'est le Biterrois Thomas Fournil qui a le dernier mot à l'ultime minute. Béziers s'impose 22-21. Moi je retiens la victoire, je veux féliciter les joueurs voilà, qui donnent tout, qui ne jouent pas bien. On ne peut pas dire que c'était un bon match, voilà. Ça ne joue pas bien, mais par contre voilà, il y a du cœur, il y a du courage. Et il faut croire que c'est l'essentiel en rugby. Faire fructifier le match nul obtenu à Colomiers le week-end dernier, voilà l'objectif côté albigeois. Pour Aurillac, gagner ici équivaut à se relancer dans la perspective d'une qualification. 93 secondes de jeu, Albi concrétise sa bonne entame et c'est de l'ailier géorgien Alexander Todoua 5-0. Et puis, Albi perd les pédales. Un renvoi aux 22 mètres anodin, un rebond qui trompe la défense tarnaise. Le reste est l'affaire de l'ailier Albert Valentin, 70 mètres de course. Avec les points buteurs, Aurillac prend les devants 16-11. Les affaires des Albigeois se corsent sur la sirène, ballon porté gagnant pour les Cantalous. Essai de Nicolas Catanzano, 23-11 pour Aurillac à mi-parcours. En seconde période, Albi reprend les commandes. Mathieu Peluchon succède à Samuel Marquez et grignote le terrain perdu. 29-23 pour Aurillac à 8 minutes de la fin. Sur la sirène encore, balle de match pour Albi. Aurillac à 7 ne résiste pas à la pression. Essai de pénalité transformé par Mathieu Peluchon. Albi s'impose sur le fil 30-29. Je pense qu'on a mis les ingrédients, on ne s'est pas emporté. On a continué à avancer petit à petit, à récupérer les points de retard. Et on a réussi à se mettre en place petit à petit. Et c'est ce qui nous amène cette victoire à la dernière minute. Franchement, la deuxième mi-temps n'a pas été arbitrée comme il faut. C'est comme ça, on n'avait qu'à se mettre à l'abri avant. Voilà, un petit peu trop d'indiscipline qui nous coûte le match. Félicitations aux Albigeois. 2 victoires à l'extérieur, celle du leader Lyon à Mont-de-Marsan et de La Rochelle à Carcassonne. Pour le reste, avantage aux recevants, succès précieux pour Albi et Béziers en particulier. 3 matchs cet après-midi, dont le derby Pau-Tarbes. Au classement, Lyon maintient l'écart sur ses poursuivants. Tarbes et Narbonne en embuscade jouent gros cet après-midi. Albi se donne de l'air. Carcassonne et Auch ferment la marche. Notre traditionnel coup d'œil dans le rétro à présent pour retrouver un ancien bleu. Cette semaine, Franck Combat fera partie des 25 internationaux présents dans les Alpes pour participer à la 2e édition du tournoi des 6 stations. En attendant de dévaler les pentes de la Clusaz ou de Méribel, le 3/4 centre originaire du Var s'est confié à Éric Mouget. Champion de France avec le Stade français, sélectionné à la fin des années 90, Francky le feu follet. Regardez, image Jean-Paul Lafitte, montage Paul Sicard. Né en 71, ici à Hyères, Franck Combat est marié à sa ville. Une vie saine, familiale, Franck est un homme humble, réservé, qui a su parfaitement régenter son après-carrière. J'avais une société de location de bateaux que j'ai vendu et je tiens maintenant un restaurant sur la presqu'île de Gien. Le domaine de la mer, donc où je suis saisonnier, où je bosse maintenant. J'ai ma petite vie tranquille dans le sud de la France. Franck Combat, c'était le French Flair. Des années 90 à 2006, rapide, des appuis de feu, notre 3/4 centre a porté 13 caps. Et Franck, c'était le joueur qu'on aimait voir parce qu'il était dans l'évitement, c'était un joueur beau à voir, quoi. C'est le rugby à la française, comme on aimait. Année 2000, France, Nouvelle-Zélande. Une vraie référence dans la carrière internationale de Franck Combat quand il stoppe le bulldozer John Alemou. Quand il y a un gonze de 1m80 qui déboîte un gonze de 2 mètres avec un triple salto avant et retombe à la Nelia Comaneci, que sur ses qualités de rugby, de défense et d'homme et de mental, c'est un buffle. C'est un tractopelle qui arrive en face. Voilà, donc quand t'es un peu puriste, moi le mousse il m'arrive dessus, je peux finir à Lourdes avec le train spécial, avec la Croix-Rouge dessus, quoi. Ok, faut voir l'histoire, et je fais sans bombe. Direction Lalande, où habite Franck.
Populaire, notre ex-international a chaussé petit les crampons de foot, normal. Tout le monde était ballon rond à la maison. À l'époque, j'ai mon père qui ne voulait pas que je joue goal. Donc mon premier entraînement de football, puisque je devais faire le foot, l'entraîneur à l'époque me met goal. Et j'arrive traumatisé à la maison. En pleurant? En pleurant. Et il y avait une amie à ma mère que son fils faisait du rugby et qui me dit « Mais pourquoi mercredi prochain à l'entraînement tu le mènes pas au rugby ?» Et de ce jour-là, eh ben, j'ai commencé le rugby le mercredi, puis je ne me suis plus arrêté jusqu'à voilà, ma carrière que j'ai fait. À 17 ans, Franck jouait en équipe 1 ailleurs. Un homme lui a mis le pied à l'étrier, un homme qui a compté énormément pour lui. Il s'appelle André Véran et c'est lui qui m'a permis qui m'a fait faire mes premiers matchs en première division, donc à l'âge de 17 ans et face à Didier Codorniou. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a marqué, qui malgré tout il a disparu. Et donc que j'appréciais énormément, quoi. Sur la route de la Londe, destination le château de Léoube pour une séance photo entre Vigne et Nectar. Associé avec son ami Davy, il crée une marque de qualité, jus de chaussettes repérable au bouton orange, une belle histoire de retrouvailles. Et on s'est retrouvés 20 ans après, habités à 500 mètres l'un de l'autre, à la Londe, les Morts. Et donc on s'est retrouvés entraînés et joués dans le même petit club des plages. De là est né en fait on s'est retrouvés, on a décidé de créer ça et puis voilà quoi. C'est dans la presqu'île de Gien, au paradisiaque domaine de la mer, que Francky et sa famille gèrent 2 restaurants. 97 arrivé de Toulon à Paris avec son pote Dominici, ils remontent en première division et sont dans la foulée en 98 champions de France face à l'USAP. Tout le monde nous voyait une bande de mercenaires. Bernard Laporte a su nous fédérer et nous emmener au Stade de France parce que c'était la première finale au Stade de France en 98. Je crois qu'on avait répondu à tout le monde, tous les détracteurs qui nous cassaient du sucre sur le dos. Voilà. C'était un peu difficile au départ, mais bon, on a su se resserrer cette année-là. C'était une époque formidable. Tout aussi formidable, 2 ans plus tard, deuxième bouclier, c'était contre les Columérins. Il y a eu un combat au Stade de France. Franck combat ses 13 sélections avec les Bleus de 98 à 2001, une première cape plutôt inopinée. Et à l'époque, c'était Tito Lamaison qui s'est blessé. 2 jours après, il y a João Mazo qui m'a appelé et qui m'a dit « Tu pars avec nous en Argentine pour faire la tournée Argentine-Fidji ». Un contre face aux Argentins et la France brille. En 2000, un essai face aux Anglais et Franck scintille. Le rugby change et Franck combat, en est conscient. Aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que je ne serais pas invité. Tous les joueurs au 3/4 centre, ils font minimum 95 kilos, donc ça aurait été un peu difficile. Après, j'apprécie très bien le jeu de mouvement, l'évolution du rugby, ça fait partie de... Chacun son époque, quoi. Chacun son époque. La vie de notre ex-international se poursuit aux côtés de sa jolie fille, Charline. Évidemment, ça rime, sur la plage de la Badine. Le rivage méditerranéen inspire décidément notre poète Éric Mouget. Et tenez, puisque nous étions dans le Var, comme on le dit ailleurs, si tu veux faire carrière, mieux vaut compter sur ton talent que sur les prières. Allez, merci de nous être fidèles. On se retrouve bien sûr dans une semaine, 8h05 sur France 2. D'ici là, bon dimanche, salut à tous. Crouch and hold, engage!